Reisner n'en croit pas ses yeux. Le MiG se retourne, monte à la verticale le long de la montagne et disparaît de l'autre côté. Dans ce genre de manœuvre, on est totalement écrasé par l'accélération. On a les yeux qui sortent des orbites, le sang qui monte à la tête. On risque même de faire une syncope. Je n'aurais jamais tenté un truc comme ça. J'ai dû faire un demi-tour et partir en piqué. Il se retrouve à nouveau dans le lit de la rivière. Le MiG ralentit. Reisner réagit immédiatement et ralentit avec lui. Je me suis mis à côté de lui, on était elle contre elle. J'ai regardé dans son cockpit et il a fait de même. Il a levé un poing menaçant vers moi et je me suis dit, bon sang, on se croirait dans un film. Mais ce n'est pas un film. Le MiG s'incline soudain sur son aile droite. Reisner est violemment projeté en arrière. De la fumée noire provenant des tirs de DCA emplissent soudain le ciel. Le Honshu la conduit tout droit vers une base aérienne chinoise. « 15 septembre 1952. Un pilote surdoué en position difficile a entraîné Robinson Reisner et ses hommes dans une course-poursuite pour les amener jusqu'à sa base, Taktung-Kao, située à 60 km à l'intérieur du territoire chinois. Les sabres essuient des tirs de DCA. Il volait à si basse altitude qu'il soulevait la poussière sur la piste. Il avait sûrement prévenu sa base. Il avait dû leur demander d'abattre les types qui le pourchassaient. Un de mes hommes qui s'appelait Joe Logan m'a crié « Hé chef, il nous tire dessus !» Ça pour tirer, ça tirait dans tous les sens. Ça explosait de partout. Mais ça ne m'a pas inquiété assez pour le lâcher. J'étais toujours derrière lui et j'avais bien l'intention d'y rester. Reisner est trop haut pour que le MiG puisse l'abattre. N'ayant plus de solution, il remonte brusquement en virant. Quand il est sorti de la piste et qu'il est remonté, j'ai eu enfin l'angle de tir qu'il me fallait. Et je ne l'ai pas raté. Le MiG a une aile déchiquetée par les balles du sabre. Sa seule chance de s'en tirer vivant est de se poser immédiatement en tentant un atterrissage forcé. Mais Reisner a une autre idée en tête. Il ne ralentissait pas. Il a fait un virage à 180 degrés et quand il est redescendu, j'ai eu l'impression qu'il allait rater la piste, qu'il allait atterrir sur l'herbe et non sur la piste. J'ai choisi ce moment pour le canarder avec tout ce qui me restait de munitions. Ça l'a secoué comme un prunier et il n'a pas réussi à se redresser. Le MiG s'écrase au sol et explose. Des éclats de métal en fusion endommagent sérieusement toute une rangée de MiG garés non loin de là sur la piste. Les hommes de Reisner exultent littéralement de joie à la vue de ce spectacle. Joe Logan était si enthousiaste qu'il m'a dit « Chef, vous venez de détruire toute leur aviation !» C'était fantastique. La bataille n'a pas duré plus de 5 minutes. Le MiG est détruit, mais la mission est loin d'être finie. Pour rentrer à leur base, sur l'autre rive du fleuve Yalu, les sabres doivent affronter des batteries de DCA contrôlées par des radars. Durant tout le temps que durera la guerre de Corée, traverser l'espace aérien chinois sera officiellement interdit, sauf en cas de course-poursuite. Mais les chefs d'escadre violent régulièrement les ordres pour aller attaquer les MiG sur leur terrain. Aller provoquer les MiG en Mandchourie était une activité qui relevait de la conspiration du silence. Les chefs d'escadre choisissaient des hommes prêts à jouer le jeu et à se taire. Les commandants préféraient fermer les yeux et des maîtres de pellicules compromettants filmés avec des gun caméras fixés aux avions ont mystérieusement disparu. Laissant derrière eux une épave de MiG encore fumante, Reisner et ses hommes font route vers le sud pour ressortir du territoire chinois. Joe Logan avait été touché par un tir de DCA.
Son réservoir avait été endommagé. Je suis passé sous son avion pour constater l'étendue des dégâts. Il était clair qu'il n'arriverait pas jusqu'à la base. Il perdait beaucoup trop d'essence. Les chasseurs survolent un territoire ennemi. Le point de sauvetage le plus proche est l'île de Chodo, située à plus de 150 km au sud. C'est beaucoup trop loin pour Logan. Reisner va alors tenter une chose que personne n'a jamais essayé avant lui. J'ai attendu qu'il ait perdu de la vitesse et qu'il pique du nez. Et je ne sais pas comment j'ai eu cette idée folle, personne n'avait jamais fait ça, mais j'ai planté mon nez dans sa tuyère. Faisant preuve d'un superbe esprit de corps, durant plus d'une demi-heure, Reisner empêche l'avion de Logan d'aller s'écraser dans la mer. Les avions de secours étant en vue, Logan donne rendez-vous à Reisner à Kimpo et s'éjecte de son avion. Joe a touché l'eau. Les hélicoptères et les chars amphibies se disputaient pour savoir qui devait aller le chercher. Les hélicos ont finalement gagné avec l'argument que c'était leur tour, que les chars s'étaient déjà chargés du précédent sauvetage. L'hélicoptère tente d'utiliser les tourbillons d'air provoqués par leur rotor pour renflouer le parachute de Logan et le ramener ainsi jusqu'au rivage. Mais le jeune pilote est pris au piège dans les cordes de son parachute. Une des poignées d'ouverture s'est enroulée autour du cou de Joe et il s'est noyé. Après tous ces efforts, nous avons perdu Joe Logan. Mais la guerre continue. 2 jours après ces événements, Robinson Reisner abat à nouveau un pilote ennemi dans Meghaley. Il quittera la Corée avec un total de 8 MiG à son palmarès. Robinson Reisner reviendra combattre en Asie du Sud-Est durant la guerre du Vietnam, au cours de laquelle il pilotera un Republic F-105 Thunder Chief, surnommé Thud, dans la zone ultra défendue du nord du pays. En septembre 1965, son avion est abattu et il est envoyé à la tristement célèbre prison de Hoa Loa, surnommée ironiquement le Hanoi Hilton. Reisner en ressortira 7 ans plus tard très éprouvé physiquement, mais avec un moral intact. C'est ce fameux moral d'acier des pilotes de sabre qui lui avait permis 20 ans plus tôt de vaincre ses ennemis dans Meghaley. « 30 juin 1953. Les combats terrestres en Corée donnent depuis 3 ans l'avantage à l'un puis à l'autre des 2 adversaires en présence. Le conflit est dans l'impasse. Les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu s'éternisent depuis 2 ans. On sent que la paix peut être signée à tout moment. Dans le cadre d'un programme d'entraînement, les communistes font voler un maximum de jeunes pilotes et d'instructeurs dans Meghaley pour leur donner l'expérience du combat. En cette belle journée de juin, le capitaine Ralph Parr ne demande qu'à prendre du service. Il fait partie d'une patrouille de 4 sabres qui va effectuer un vol de reconnaissance au-dessus des lignes ennemies. Pour son premier vol dans Meghaley, Parr ne sait pas encore qu'il va affronter en duel, dans un combat époustouflant, ce qu'on appelle ici un MiG Honcho. Le chef d'escadre est Vermont Gary Garrison, commandant du 335e escadron. L'escadre se place en position de combat. Parr aperçoit un mouvement à 1 heure. J'ai immédiatement prévenu les autres. Une escadre de 16 MiG volait quasiment droit sur nous. N'ayant pas encore été repéré par l'ennemi, l'escadre de sabres suit les 16 MiG, tels des guépards dans les hautes herbes. Les MiG ne savent pas qu'on est là. On s'approche d'eux lentement. J'essaie de pousser mon avion tout en me retenant de tirer. Je me répète constamment, ne tire pas. Surtout, ne tire pas encore.